Alors dans le chapitre précédent, nous avons commencé à écrire de l'ES 2015, on a mis des lettres, mais nous ce que l'on a envie de faire, c'est de produire un code qui est compatible avec tous les navigateurs, même ceux qui ne comprennent pas cette nouvelle syntaxe. Donc on va découvrir ensemble le système de loader et on va mettre en place le loader Babel qui va nous permettre de transformer notre code. Donc si on revient au niveau de la documentation, dans la partie configuration, on avait ici une partie module. Donc cette partie module, on voit qu'elle contient pas mal de choses. C'est en fait le cœur de Webpack qui va permettre de mettre en place des loaders. Donc le principe d'un loader, c'est d'être capable de transformer le code à la volée. Si vous voulez, c'est l'équivalent des tuyaux lorsque l'on utilisait Gulp ou de la configuration sur Grunt. On pourra le dire, lorsque tu vois une extension qui finit par JS, je veux que tu le passes dans ce système-là. Donc les modules fonctionnent sous forme de petites règles. Si vous revenez dans l'introduction, ça fonctionne comme ça. On crée un module et à l'intérieur du module, on met une clé rules qui va contenir un ensemble de règles. Ces règles contiennent toujours une clé test qui permet de tester en fait le format de fichier. Donc là par exemple, il dit si jamais j'ai du JSX, mais je veux que tu le passes dans ce loader là et je veux que tu utilises ces options là. Alors on va prendre ça calmement. Donc au niveau de notre configuration, on va rajouter un petit peu de configuration. On va rajouter notre fameuse clé module. Et à l'intérieur, on va mettre nos règles. Rules, et on va mettre un tableau qui contiendra l'ensemble des règles. Alors pour les règles, on a toujours la même chose. C'est un objet, et cet objet contient une clé test. Dans cette clé test, on doit mettre une expression régulière qui dit comment je détecte si ce fichier correspond à ce loader-là. Nous, dans notre cas, c'est globalement tous les fichiers qui finissent par JS doivent être passés dans le système qui va nous permettre de convertir le code en ES5. Donc ici, je lui dis, c'est tout ce qui finit par JS. Donc je mets un slash, je m'attends à avoir un point JS et la fin de mon nom de fichier. Voilà ma petite expression régulière. Ensuite, si je reviens au niveau de la configuration, je dois lui passer les loaders ou le loader à utiliser. Là, il en passe un seul, mais si on descend un petit peu plus bas, on peut avoir une clé use où on va mettre l'ensemble des loaders à utiliser. Alors moi, je vais mettre use plutôt que directement mettre simplement loader, pour la bonne et simple raison que je préfère être cohérent. Donc je vais utiliser use tout le temps, au moins je m'y perds moins. Donc on va mettre use, et là on doit préciser un loader à utiliser. Pour convertir du code en ES5, le loader que l'on souhaite utiliser, c'est Babel. Babel, c'est un outil qui permet de convertir du JavaScript moderne en JavaScript moins moderne pour que les navigateurs le comprennent correctement. Et si on cherche Babel-loader, on va trouver ce petit dépôt qui est un plugin Webpack pour Babel. Donc on descend, et globalement, il suffit de l'installer. Donc on fait un coup de npm install -save, -savedev et on inclut tout ça. Donc on n'a pas besoin de la partie Webpack parce que nous on l'a déjà inclus. Donc je coupe mon watch que j'avais lancé précédemment et je lance la commande npm install. Et il va charger les différentes dépendances dont il a besoin. Ensuite, il nous donne un exemple de configuration. Donc pour le coup, on a assez peu de choses à faire. On nous dit juste, il faut ce que j'ai écrit ici, préciser qu'on attend le .js à la fin. Je vais exclure les fichiers qui se situent dans notre module ou dans Bower Component. Donc ça c'est important parce que les librairies que l'on va inclure depuis le dossier notre module, on imagine qu'elles ont déjà été passées à travers une moulinette pour être compatibles avec de l'ES5. Donc on n'a pas envie de parser des fichiers JS qui seraient chargés depuis ces dossiers-là. Donc ça nous permet d'éviter de faire trop de choses. Du coup ici je vais rajouter mon petit exclude. Alors je ne sais pas pourquoi, il fait n'importe quoi au niveau de la mise en page, voilà. Et dans le use, je peux maintenant lui dire je veux utiliser le babel-loader. Et on peut préciser des options. Si on ne précise rien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher un fichier .babelrc à la racine. Alors je préfère configurer Babel via ce fichier-là parce que ça permet à n'importe qui en un clin d'œil de voir la configuration que j'ai mis en place. Donc à la racine, je crée un fichier .babelrc. À l'intérieur de ce fichier-là, je vais mettre la même configuration que ce qu'il y avait ici. Je lui précise simplement que je veux utiliser le preset environnement. Donc au niveau de mon fichier babelrc, je fais simplement ça. Et je n'oublie pas de mettre des petites quotes, sinon il râle. Maintenant que ce fichier est modifié, je vais pouvoir relancer mon coup de npm run dev. Donc automatiquement, il watch les fichiers, il les compile correctement. Et si je regarde au niveau du bundle.js qui est généré, donc dans le dossier dist, et que je descends un petit peu, moi ce que je cherche c'est mon var a, et je vois bien qu'il a transformé automatiquement tout ce qui a été écrit en ES 2015.
Si je fais un autre truc vraiment futuriste, entre guillemets, hop, je m'imagine faire un... J'ai un tableau et je veux récupérer la première clé et la dernière clé. Et mon tableau, il ressemblerait à ça. Donc on aurait 1,2,4,5. Voilà. Et ensuite, je ferai un log de B. Donc ça, c'est clairement pas possible en ES5. Et d'ailleurs, j'écris même un let comme ceci. Si je regarde, ça a bien compilé. Et si je regarde ma page, j'ai bien, à cet endroit-là, un qui a été ressorti. C'est effectivement la première clé du tableau. Au niveau de mon fichier bundle.js, il a converti les choses et il a fait en sorte que ça fonctionne correctement sur les vieux navigateurs. Donc maintenant, je vais pouvoir écrire du JavaScript moderne sans avoir à me soucier des problèmes de compatibilité avec les navigateurs. Alors ce plugin Environment au niveau de Babel peut être configuré de manière un petit peu plus profonde. Donc si vous allez sur le site de Babel.js, où on était tout à l'heure, vous allez dans la documentation et vous allez dans les plugins. Donc nous on utilise ce preset-là. Ce preset vous permet en fait de définir les cibles que vous voulez viser. Donc vous pouvez lui dire, je veux être compatible avec tel ou tel navigateur. Ce que lui va faire, c'est qu'il va utiliser le tableau de compatibilité pour savoir les fonctions qui ne sont pas disponibles sur les navigateurs et ajouter ce dont vous avez besoin. Donc moi j'adore cette configuration-là parce qu'elle me permet justement de cibler spécifiquement les navigateurs dont j'ai besoin. Donc pour l'instant, je vais me contenter de copier-coller ce qu'ils ont fait eux. Mais vous, évidemment, vous devrez adapter. Si vous voulez supporter une vieille version d'Internet Explorer, vous pouvez mettre ici, je veux supporter IE supérieur ou égal à 7. Et dans ce cas-là, il rajoutera les polyfills pour IE. Et vous pouvez comme ça préciser l'ensemble des navigateurs et des compatibilités à gérer. Donc je vais faire un petit essai d'ailleurs, on va mettre IE supérieur ou égal à 7. Alors je ne sais pas si c'est IE ou Internet Explorer. Mais ça a l'air d'être IE. Sinon, vous pouvez regarder dans l'ensemble des options, il vous explique un petit peu mieux comment ça fonctionne. Là, pour le coup, ça sort du cadre de Webpack parce que c'est la configuration de Babel. Donc, si vous utilisiez Babel en ligne de commande, ce serait la même configuration que vous pourriez utiliser. C'est pour ça que j'aime bien l'idée d'avoir un point babel.rc à cet endroit-là. Donc, je sauvegarde ça, je coupe mon système et je le relance. Je n'ai pas d'erreur et il a bien recompilé mon code. Si je regarde au niveau de mon bundle.js, ça n'a pas changé grand-chose, mais j'ai bien mes var et tout a été réécrit. Et au niveau de mon navigateur, j'ai bien mon code qui fonctionne. Donc on a la possibilité comme ça d'utiliser des loaders pour inclure différents fichiers. Donc il y en a pas mal d'autres qui sont disponibles. Hop, si vous vous rendez dans la partie documentation, vous allez dans la partie loaders. Et là on vous montre l'ensemble des loaders qui sont disponibles. Donc il y en a pour vraiment pas mal de choses. Vous avez par exemple la possibilité d'inclure autre chose que du JavaScript. On peut inclure un JSON. Alors par défaut, ce qu'il vous dit, c'est que depuis la version 2.0, c'est inclus par défaut. Donc on peut carrément inclure des JSON sans rajouter de loader. Mais avant, voilà comment on devait faire. On précisait, je dois tester que les fichiers qui finissent par JSON, si j'inclus un fichier qui finit par JSON, je le passerai à travers le JSON loader. Ce que je peux faire dans mon cas, c'est me dire, tiens, je vais avoir un fichier de configuration qui sera un JSON. Je fais un coup, par exemple, de cache, et on dira, le cache est activé, on mettra true. Alors, hop. Comme ceci, et ça, il ne faut pas oublier de l'entourer de quotes, sinon notre JSON n'est pas valide. Au niveau maintenant de mon app.js, je peux lui dire, j'aimerais bien importer mon JSON, donc je peux faire import config from config.json, et ensuite, j'aimerais bien le console loguer. Donc je fais console.log de config. Et si je réactualise ma page, alors d'abord je regarde au niveau de la console, je vois bien que ça a compilé, mais si je réactualise ma page, ça m'affiche bien ma configuration. Donc ça peut vous permettre comme ça d'avoir une meilleure organisation. Bon, pour le coup, c'est complètement stupide, on est d'accord, parce que vous feriez un config.js, vous mettriez ça, ça serait aussi rapide et ça fonctionnerait de la même manière. Et ça, il faudrait l'exporter. Donc export, default, et vous avez votre objet qui est exporté. Et au niveau de notre app.js, on enlève le config.json et on inclut le config.js. D'ailleurs, on pourrait se dire, on va enlever l'extension. Si j'enlève l'extension, ça continue à fonctionner. Par défaut, lui, il va se dire, s'il n'y a pas d'extension, je m'attends à avoir un .js. Si je regarde au niveau de la configuration qui était proposée par défaut, si vous cherchez extension avec un S, voilà les extensions qu'il cherche par défaut. Donc il va vérifier s'il y a un fichier qui finit par JS, puis JSON, puis JSX, puis CSS. Et vous avez la possibilité de changer ces extensions qui sont recherchées. Voilà. Donc tout ça, c'est dans la clé Resolve. Mais pour l'instant, on n'a vraiment besoin de toucher à rien. Alors on peut se demander par contre pourquoi ici je n'ai pas mis ça. Pourquoi je n'inclus pas directement config. Si vous faites ça, vous allez avoir une erreur. Si vous ne mettez pas un chemin relatif, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de charger des fichiers qui seraient inclus par Node.js, qui seraient dans le dossier de notre module.
Donc dès que vous avez un fichier qui est relatif, faudra mettre un chemin relatif. En fait, ce système d'import vous permet aussi d'utiliser des librairies et de les télécharger via NPM. Si je veux utiliser jQuery comme mon exemple, je peux couper mon serveur, je peux faire un coup de npm install-save et je charge jQuery. Une fois que jQuery va s'installer, je pourrai au niveau de mon import me dire je veux importer jQuery, donc je peux le nommer absolument comme je veux, mais je vais le nommer $ par habitude, et je vais lui dire je veux que tu charges jQuery. Je n'ai pas besoin de l'avoir quelque part, il va automatiquement charger la dépendance qui se trouve dans jQuery. Et maintenant j'ai donc accès à jQuery et je peux lui dire allez, prends le fond et rends-moi le dégueulasse, donc on va mettre un background, alors un CSS, background color, et on va mettre du rouge qui arrache les yeux. Si vous suivez les vidéos, vous commencez à être habitué. Et lorsque je vais réactualiser ma page, ça devrait apparaître tout rouge. En tout cas, dès que je vais compiler. Donc je relance un coup de npm run dev, histoire qu'il watch les changements. Je vois bien qu'il a trouvé jQuery. Donc le fichier généré est un peu gros parce que forcément jQuery est assez gros. Hein. En non minifié, ça fait quand même pas mal de kilos. Donc c'est pour ça qu'il vous affiche une petite alerte. Et si maintenant je réactualise ma page, désolé pour vos yeux, je vois qu'elle apparaît bien rouge. Donc on va la laisser blanche. Ça serait le script le plus inutile du monde, mais c'est pour l'exemple. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez maintenant bénéficier de tout l'écosystème de Node.js et en allant chercher sur npm.js les dépendances, et vous pouvez les utiliser dans votre projet. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, on se dit, c'est bien sympa, mais le problème, c'est que le fichier qui en sort, là, si je regarde mon onglet réseau, il est quand même assez volumineux. Il pèse 265 kg. Moi, j'aimerais bien le minifier. Donc on va voir comment mettre en place un système de minification et comment avoir deux environnements. Un environnement de production qui nous permettra de compiler un JS super optimisé et un environnement de développement qui nous permettra de tester les choses.